Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Alors, vous m'avez donné rendez-vous ici, à la gare de l'Est. Pourquoi ici pour évoquer votre panthéon personnel? Parce qu'il y a des centaines de milliers de salariés, de femmes et d'hommes qui passent tous les jours, depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et voilà, mon panthéon, ce sont ces millions de travailleuses et de travailleurs qui sont anonymes, mais qui portent la société sur leurs épaules, et heureusement qu'ils sont là, quoi, voilà. Et on entend un peu le travail là, des ouvriers qui travaillent sur les nouvelles voies de la gare de l'Est. Alors si on veut quand même se concentrer sur des individus en particulier, qui peuple le panthéon de Nathalie Arthaud? Alors bon, moi je pense vraiment aux salariés, je pense par exemple aujourd'hui aux aides-soignantes, aux infirmières qui travaillent dans les EHPAD. Ces fameux EHPAD qui ont fait le scandale dernièrement, et puis je pense à celles qui se battent tous les jours pour faire leur travail dans de bonnes conditions, et puis celles qui se battent aussi tout court pour revendiquer. Je suis allée voir certaines d'entre elles dans l'EHPAD de Neuville-sur-Oise il y a quelques semaines de cela. Je pense à tous les salariés qui se battent pour revendiquer des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, et en fait qui font progresser toute la société. Donc je ne dirais pas de nom en particulier, c'est l'ensemble d'un camp. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Nathalie Arthaud, présidente de la République, elle ferait par exemple entrer au Panthéon une catégorie de travailleurs, ou mettrait une plaque pour des travailleurs au Panthéon? Alors ça serait la vie, la vraie vie, qui laisserait une place et la première place à ces femmes et à ces hommes. Je ne les mettrais pas dans le Panthéon, mais en fait ce serait un gouvernement qui réorganiserait toute la société, d'abord en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts. Elle fonctionnerait exactement à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, où il n'y a que les intérêts des grands actionnaires en fait qui s'imposent. C'est les profits qui forcément vont à eux. Donc non, tout, voilà, le fruit de notre labeur à tous irait d'abord aux conditions de vie, aux conditions de salaire, aux conditions de travail. Ça permettrait de répartir le travail entre tous, d'en finir avec ces horaires, ces cadences infernales. Ça irait au salaire, voilà. Et alors, j'en reviens toujours à mon panthéon personnel. Est-ce qu'il y a des auteurs, par exemple, qui vous ont construit particulièrement, je ne sais pas si on va parler de Marx ou d'autres, mais des auteurs qui font partie de votre panthéon, disons, intellectuel? Ah bah des auteurs, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, moi j'avais compris qu'il fallait choisir parmi les vivants. Donc, ah non, le panthéon, ça peut aussi être parmi les morts. Alors, bon bah si, effectivement, on choisit parmi les morts, oui, bien sûr, pour moi, Marx qui a analysé les ressorts de la société capitaliste, cette course au profit qui nous amenait forcément dans une fuite en avant, et en même temps qui a dégagé cette idée pour moi fondamentale, que les travailleurs qui en étaient à la base pourraient la changer, pourraient la prendre en main, et finalement imposer une direction collective. Pour moi, ça c'est vraiment le fondement même de mes convictions, voilà. Mais si on prend dans les vivants, il y a quand même des femmes et des hommes que je mettrais bien dans mon panthéon. Alors quelqu'un qu'on connaît très peu, par exemple, c'est un dénommé William Griffith, c'est l'inventeur du gel hydroalcoolique. Et voilà. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il fait partie de ces inventeurs géniaux, mais qui a refusé de faire du pognon sur son invention, qui a refusé de le breveter. Alors c'était dans les années 70, et puis il a affiné sa recette pour pouvoir vraiment la mettre à la disposition de tous les pays du monde en fait. Et en refusant encore une fois de se faire des millions là-dessus, parce que voilà, pour lui, le sens de son invention, c'était de sauver des vies. Ben, vous voyez, voilà, alors moi ça fait partie des femmes et des hommes que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, je pense à quelqu'un d'autre vivant, c'est Mumia Abu-Jamal par exemple. Voilà, il est prisonnier américain depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Il a vécu l'essentiel de sa vie dans les couloirs de la mort. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait pris fait et cause contre la ségrégation aux États-Unis, parce qu'il était du côté des Black Panthers. On l'a accusé de façon indue de l'assassinat d'un policier, une enquête bâclée, et puis voilà, en prison depuis 40 ans. Et il est resté avec, comment dire, il est resté sur ses convictions, oui. Et c'est resté un militant. Bon voilà, donc moi, voilà, ce sont tous ces hommes, ces femmes qui sont battus à un moment ou à un autre pour plus de
de justice, pour plus d'égalité, pour un autre monde que j'ai envie de mettre en avant. Et ça se fait au son des travailleurs, hein, ce qui tombe pas mal. Toujours, parce qu'en réalité, toute la société, elle ne tient que par ces femmes et ces hommes qui bossent dur et, voilà, et qui sont quand même les éternels sacrifiés, il faut le dire, les éternels sacrifiés. Alors voilà, pourquoi ils vont bosser? Pourquoi ils vont bosser? Pas parce qu'on va leur donner une médaille, hein, pas parce qu'ils vont gagner des 1000 et des 100, mais parce que voilà, c'est cette société, c'est la leur, et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Alors, voilà, Nathalie, le mieux qu'ils peuvent, ça sera de changer aussi, de se battre pour changer la société. Alors Nathalie Arthaud, vous parlez beaucoup évidemment de collectif, beaucoup d'engagement collectif. Vous avez du mal à parler des individus en tant que tels. Et je vais aller encore plus loin et vous pousser dans vos retranchements. Est-ce que pour vous, Nathalie Arthaud, en tant qu'individu, que femme, vous êtes construite aussi avec un panthéon intime des gens dans votre famille qui vous ont ouvert à cet engagement-là, qui vous a poussé à être celle que vous êtes aujourd'hui? Dans sa famille, oui, on peut trouver, parce que vous savez, en fait, et surtout quand on est issu du monde des classes populaires, eh bien, forcément, les femmes, ce sont des battantes, hein, parce qu'il faut qu'elles se battent. Hein. Moi, oui, j'ai eu une grand-mère qui s'est sacrément bagarrée, qui a bossé toute sa vie et qui a dû se bagarrer, y compris pour aller ramasser son mari dans le fossé, parce que voilà, après avoir bien bu, etc., il était perdu. Oui, oui, ce sont des femmes, mais je crois qu'il faut avoir du caractère. Hein. Voilà, quand on est une femme dans les classes populaires, il faut se battre pour gagner sa vie, il faut se battre pour élever les enfants, il faut avoir du caractère, il faut avoir... Bon, oui, c'est aussi ça qui m'a faite, je pense, mais c'est aussi toutes ces femmes, voilà, toutes ces femmes. Moi, j'ai des femmes qui sont engagées en politique. Bon, moi, quelqu'un comme Rosa Luxembourg, bien sûr, elle fait partie de mon panthéon, mais... Clara Zetkin, qui a été une militante aussi, alors révolutionnaire et féministe, hein, qui a tenu les deux bouts, mais comme la plupart des militants socialistes en fait. Hein. Donc tout ça, oui, ça m'inspire toujours, et je regarde ce qui s'est fait, ce qu'elles ont pu dire. Bon, on peut parler de Flora Tristan, hein, Flora Tristan aussi, une femme qui... a expliqué déjà en son temps que la femme était le prolétaire du prolétaire. Bon, mais oui, tout ça, c'est des choses qui sont tellement vraies encore aujourd'hui. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, c'est Arlette Laguiller. Oui. Est-ce qu'elle a une place particulière dans votre panthéon? Elle a une place particulière à mes côtés tous les jours. Tous les jours. Voilà, je l'ai encore eu au téléphone tout à l'heure. Et bien sûr, on est vraiment dans le même combat en fait. On est dans le même combat et oui, elle aussi, elle a cette histoire, son engagement avec la guerre d'Algérie et puis ensuite pour changer toute la société avec mai 68. Donc oui, bien sûr, c'est un combat d'une vie, pour ses convictions. Hein. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui là dans ces partis de politiciens, voilà, où on voit les uns ou les autres aller à la soupe, là, chercher le bon cheval. C'est l'inverse, c'est une vie consacrée à cette conviction profonde qu'il faut changer la société, que les travailleurs, le monde du travail en est capable. Voilà, et ça, oui, c'est aussi ma vie, Je reviens un peu sur votre grand-mère, parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est dans quelle région ? Et elle travaillait ou elle ne travaillait pas? Ma grand-mère, elle a commencé à travailler tout enfant. Hein, tout enfant, c'était le monde agricole. Donc vous savez, le monde agricole, vous tenez sur vos deux jambes, vous êtes au boulot, hein, c'est ça. Hein. Et puis après, quand elle a dû partir pour justement quitter... y compris un mari qui était plus un problème qu'une solution, hein, et elle est allée bosser dans les usines de chaussures à Romans. Donc, y compris à pied, en faisant des kilomètres et des kilomètres pour s'y rendre à pied. Voilà. Donc ça, mais ça, c'est la vie dans les campagnes, des classes populaires. Elle a vu votre engagement politique? Elle l'a connu? Oui, elle a connu mon engagement politique. Elle en était fière parce que pour elle, justement, elle était tellement... comment dire ? Elle avait tellement intégré cette idée qu'il y avait ceux d'en bas comme elle qui ne maîtrisaient pas bien l'écriture, la lecture, qui n'avaient pas fait d'études, étaient voués finalement à obéir et puis à être invisibles, que le fait que je puisse, moi, prendre la parole, porter une voix et puis bagarrer sur mes idées, c'était quelque chose qui effectivement l'étonnait. Et même si... je pense qu'elle ne mesurait pas tout ce que ça signifiait, en tout cas elle en était fière. Merci
Merci Nathalie Je vous Arthaud. remercie. Merci beaucoup.